Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Jean Moreau. Bonjour Cassandra. Je suis hyper contente que tu aies accepté mon invitation sur le podcast et aussi de m'accueillir du coup dans tes nouveaux locaux chez Phoenix. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup. Du coup, j'essaie d'alterner un petit peu quand je rencontre des invités entre eux qui se présentent, moi qui les présente. Donc là, je vais te présenter rapidement. Tu me dis si je fais des erreurs, mais je te présente rapidement. Donc, t'es Jean Moreau. T'as fait une école de commerce, l'ESSEC, avec une majeure surtout finance. Et ensuite, t'es allé faire Sciences Po en affaires publiques. Après ça, t'es rentré dans une banque d'investissement qui s'appelle Merrill Lynch. T'y es resté pendant 5 ans, où t'as fait principalement de la fusion-acquisition. Ouais. À côté de ça, t'avais d'autres activités. Tu donnais des cours à HEC, à Sciences Po. Et en 2014, t'as un peu lâché, on va dire, ta casquette de financier dans la banque d'investissement et t'as cofondé Phoenix. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Parfait. Donc j'ai pas dit de bêtises. Non, la mini bio est authentique. Oui, je veux pas en faire trop long parce qu'on va parler un peu de tout ça. Du coup, moi j'avais une première question à te poser, c'est quand on voit ton parcours, tu as fait de la finance et après tu es allé chez Merrill Lynch. Est-ce que c'était un choix vraiment réfléchi dans le sens où tu avais vraiment envie de faire ça ou c'était plus la direction un petit peu la suite logique des événements de l'école de commerce? C'était un choix. Je suis quelqu'un de plutôt posé et réfléchi, donc c'était un choix qui reposait sur 3-4 éléments. Le premier, c'est qu'en école de commerce, je trouvais que le terreau était super épanouissant. J'ai rencontré plein de gens. On avait une vie extrascolaire qui était assez fournie, que ce soit dans les associations ou en soirée ou à l'étranger, peu importe. Mais en revanche, je trouvais que les cours... Même avec le recul, maintenant, je pense que je devrais aborder différemment, mais je trouvais que les cours manquaient un peu de densité, de technicité. Et il y avait que 2 matières qui me paraissaient un peu dans la lignée de la prépa, avec un peu de technicité, un peu d'expertise. C'était la finance, où on se dit tout le monde ne peut pas faire ça, et il y a quand même un peu de maths, un peu d'Excel, un peu de modélisation, un peu de projection. Et puis le droit, qui est un métier technique aussi. Et le reste me paraissait beaucoup plus bullshit. Que ce soit les cours de RH, les cours de négociation, les cours de marketing, j'avais du mal à mettre dedans, donc je me suis dit autant faire un truc un peu technique, et donc je me suis lancé en finance pour cette raison-là, parce que je me rendais compte que le niveau moyen en finance était pourri et que si tu faisais l'effort de creuser un peu, tu pouvais sortir du lot, quoi. Ouais, et donc ça c'était le premier élément. Je voulais me lancer dans un métier un peu technique et pas mainstream. Deuxième truc, c'était un peu la prépa des métiers. La banque d'affaires, c'est comme le conseil. C'est-à-dire quand tu sais pas trop ce que tu veux faire ça. T'es normalement avec des gens qui travaillent vite et bien, qui sont assez exigeants. Tu vois passer plein de secteurs, plein de boîtes. Nous, c'est ce qu'on faisait. Chez Merrill, moi, je pouvais bosser un matin pour Valeo sur l'équipementier automobile, puis le lendemain pour Orange sur les télécoms, puis ensuite pour Alstom dans le transport. Enfin, voilà. Donc on voit plein de boîtes, on voit plein d'industries, et du coup après on peut faire un peu plus son choix. Donc moi, le deuxième élément, c'était ça. Je me suis dit, je vais faire la prépa des métiers. Et le troisième truc, c'était un arbitrage plus économique, en me disant ok, c'est un métier où je vais beaucoup bosser, mais je vais aussi être bien rémunéré, bien traité, et du coup je vais gagner un peu de temps finalement. Et de fait, ça s'est passé parce qu'en 3, 4 ans, 5 ans, j'ai pu mettre plus d'argent de côté que mes potes de promo. Et donc je me disais déjà à l'époque que ça me servirait à prendre des risques, en disant voilà, vu que j'ai un petit matelas, un peu de confort, et que je
Je suis allé un peu plus vite que la musique sur les premières années de carrière en termes de. Je pourrais me permettre de perdre 2 ans, 3 ans sur un projet entrepreneurial qui aura foiré, c'est pas grave quoi. Donc c'était un peu ça les 3 éléments de décision. C'était un métier technique dans un secteur porteur et où je puisse regarder, où je puisse voir plein de choses et apprendre. Et puis troisième truc, c'était le côté matériel, qui est de dire je donne beaucoup maintenant et d'ailleurs je ferai un truc un peu plus sexy, un peu plus cool, un peu plus atypique. Donc en fait, quand tu es rentré chez Merrill Lynch, tu savais déjà que tu te préparais à autre chose plus tard Ouais, quand par tu dis ça contre, je savais pas que je voulais être entrepreneur. J'avais pas ça dans le sang forcément, et encore moins entrepreneur social. Mais je savais que je faisais qu'un passage chez Merrill Lynch. Je savais que ça serait que. Au début, je voulais faire que 2-3 ans, mais souvent, une fois que tu mets le bras là-dedans et que tu commences après à t'habituer à un train de vie, à commencer à t'endetter, à acheter un appart et tout, c'est compliqué d'en sortir. Donc moi, j'ai mis 5 ans à franchir le pas. Mais donc je savais pas que je voulais entreprendre, mais j'avais déjà un peu une coloration intérêt général, et c'est pour ça que j'avais fait Sciences Po. Je sentais que j'avais pas l'âme d'un businessman pur et dur, que j'étais pas un requin de folie, et que du coup il me fallait un métier qui ait une dimension business, mais qui quelque part serve l'utilité publique. Et donc bon, c'est ce qu'on retrouve dans Phoenix, mais je savais pas encore que j'allais être entrepreneur social. Et donc du coup, tu es resté 4 ans, 5 ans 5 ans, ouais. 5 ans. Ouais. Et comment elles étaient ces années Est-ce que ça t'a plu Est-ce que tu as retrouvé un petit peu ce que tu cherchais, justement, la technicité, la préparation au métier, bon, le salaire, donc ça, on sait qu'il était là, mais est-ce que ces années t'ont plu ou Ouais, c'était bien. Ouais. C'était bien. Souvent, on a tendance à cracher dans la soupe, et moi le premier. Mais en fait, avec le recul, franchement, c'était cool. Déjà, dans les banques américaines, c'est très méritocratique. Donc, on a très vite pas mal de, de liberté, de responsabilité et de tâches qui sont assez chouettes pour un junior. Ensuite, on bosse avec des gens qui sont ils sont pas inspirants au sens actuel du terme, mais en tout cas qui avancent vite, bien, qui sont plutôt smart et qui sont des grosses brutes de travail. Et après, l'ambiance était pas si horrible. Franchement, sur la banque d'affaires, il y a beaucoup de mythes aussi, il y a beaucoup de légendes urbaines. En vrai, il y a des gens qui sont très sympas, qui sont normaux, qui sont pas tous des bourreaux de travail ou des geeks, ou des connards d'ailleurs. Et donc moi, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé la formation. Avec 10 ans en arrière, j'aurais peut-être pas fait 5 ans. Tu fais 2-3 ans. Je pense que c'est un métier où tu apprends beaucoup au début. La courbe de progression est assez vertigineuse au tout début parce que tu fais plein de trucs. Après, une fois que tu as fait 2-3 ans, je dis pas que tu as fait le tour du métier, c'est prétentieux, mais la courbe d'apprentissage elle stagne un peu plus, quoi. Donc je regrette pas d'avoir commencé par ça, mais j'aurais peut-être pu partir un tout petit peu plus tôt. Du coup, tu dis que tu as beaucoup apprécié ces années. Ouais. Et t'en gardes quoi aujourd'hui en tant que cofondateur de Phoenix aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans cette banque qui te servent aujourd'hui? Ouais, absolument, tu apprends plein de trucs, mais que dans la banque, mais que c'est pareil dans le conseil en stratégie, c'est pareil dans les métiers d'audit, dans le transaction services, dans tous les métiers un peu exigeants. Moi, j'ai appris ça, quoi. J'ai appris à travailler, tout simplement. Donc à rendre des docs en temps et en heure, à résister à pas mal de pression, à bosser de façon à peu près propre, quoi, tout relire, tout vérifier, à sortir. Alors parfois, je trouve qu'il y avait un peu de surpréparation et de surchecking, enfin, ouais, c'était un peu l'enfer, mais in fine, ça t'apprend quand même à avoir des vraies exigences dans le travail. Donc moi, ça m'a appris à travailler, ça m'a donné une carte de visite aussi. Ça rend crédible, en fait, le fait d'avoir fait 4-5 ans dans une grosse banque comme ça. Et puis maintenant, j'ai aussi un petit vernis financier, investissement qui me sert pour les levées de fonds, pour parler à mes banquiers, pour parler à nos investisseurs, pour parler aux commissaires aux comptes. Donc voilà, ça rend légitime, ça rend crédible, et ça permet de comprendre pas mal d'enjeux financiers d'une boîte, et dans la gestion aussi. Parce que le niveau moyen en finance, encore une fois, je trouve qu'il est assez catastrophique, y compris en sortant d'école de commerce. On n'apprend pas forcément à lire un compte de résultat, un bilan, à faire un diagnostic sur des tableaux de flux. Et voilà, moi ça je sais le faire, et c'est un avantage. J'en suis content. Ouais. Ouais. C'est sûr que si tu n'as pas à te replonger dedans et que tu connais, c'est quand même plus simple. Ouais. Donc tu as fait ces 5 ans et là tu as décidé de tout quitter. Comment ça s'est passé cette, on va dire, reconversion? Est-ce que tu en as eu marre et tu as cherché ailleurs? Est-ce que c'était quelque chose qui était latent déjà depuis un moment? Vraiment, comment ça s'est passé ta décision de OK, je veux faire autre chose? Ouais, c'était pas un pétage de câble du jour au lendemain, ça c'est sûr. C'était latent. Ça faisait quelques mois, quelques trimestres
que je me disais est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que je suis fier de ce que je fais, est-ce que je suis fier de la mission, de l'impact, ou au contraire est-ce que je suis là pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire une sorte de prison dorée, le confort, le CDI, le salaire, tout ce qui va avec, quoi, tous les à côté, les taxis, les plateaux de sushi et tout. Et le prestige. Et donc, voilà, après, j'ai réalisé au bout d'un moment que. Mais c'était quasiment un questionnement philosophique ou un caprice de sale gosse, hein, mais que j'étais pas là pour juste rembourser un emprunt, payer des factures et attendre impatiemment mes 3 semaines de vacances l'été. Et donc, je voulais switcher d'un métier qui soit un métier subi vers un métier plus libérateur, un métier à vocation. Et voilà, je me rendais compte que ça faisait plusieurs mois, encore une fois, que je me plaignais le soir chez moi ou en famille ou avec mes potes en dîner en disant ouais, ça va, mais bon, franchement, c'est pas je tourne un peu en rond, je m'éclate pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, au lieu de me plaindre et de faire ma pleureuse, je me suis dit bon, bah, allez, on va prendre le destin en main et on va changer. Et donc, au début, j'ai regardé plein de trucs. J'aurais pu partir en ONG, j'aurais pu partir dans la microfinance, j'aurais pu partir dans. Et puis finalement, je me suis rapproché d'un truc qui était assez à la mode à l'époque, mais c'était encore le tout début, mais les SEC avaient pas mal d'avance, qui était l'entrepreneuriat social. Et j'ai grenouillé dans cet écosystème-là et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est la bonne synthèse entre le business, l'intérêt général. Je me sens trop loin du monde associatif, non marchand, ONG, militant, etc. C'est pas ma culture. Je me reconnais plus dans le business traditionnel et le capitalisme à l'ancienne. Croissance, dividendes, rentabilité, etc. Et je trouvais que l'ESS était la bonne voie médiane pour réinventer la suite de ma carrière et ça a été le cas. Je trouvais ça cool. Ok, donc en fait, ce que tu expliques, c'est que donc pendant plusieurs mois, tu as commencé à sentir que chez Merrill Lynch, ça allait plus de ton côté, Ouais. que tu trouvais plus de sens, etc. T'as quand même réfléchi à tout ça avant de partir. Bon, moi, ça fait vachement écho à mon expérience, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. En fait, moi, j'ai fait du conseil, donc on en parlait tout à l'heure, mais pareil, ça m'a pris plusieurs mois à me dire, ok, en fait, ça fait plus du tout sens pour moi, mais je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce que je vais faire derrière. Toi, du coup, ta démarche, ça a été de pas forcément quitter Merrill Lynch tout de suite, mais de te renseigner avant de tout quitter, quoi. Ouais, Enfin, on va dire. moi, je l'ai fait comme ça. Et c'était compliqué parce que c'était compliqué à gérer, parce que c'est des métiers où tu es vachement sous pression avec beaucoup de boulot, donc t'as pas forcément le temps de prendre du recul. Et parfois, c'est aussi bien de couper court et dire ok, bah là, j'ai plus le choix, parce que sinon t'es vite dans la machine à laver du matin au soir et tu t'as pas le temps en fait de te poser les bonnes questions. Mais moi, j'ai réussi à le faire. Et ouais, voilà, je commençais à prendre un peu de temps. Le soir, le week-end, je commençais à faire des déj avec des gens, à rencontrer des personnes, à commencer à faire de la veille un peu passive sur LinkedIn. Donc je screenais un peu des profils de mon réseau en disant tiens, qui dans mes contacts a une trajectoire que je trouve sexy, cool, qui a une carrière inspirante, qui a un poste qui a l'air sympa. Et puis j'ai essayé de les contacter, de discuter avec eux, etc. Et c'était pas mal, même si à l'époque LinkedIn était moins bien fait. Et donc je tournais dans une espèce de boucle algorithmique où j'avais toujours les mêmes gens qui oui. Maintenant t'as accès à plus de personnes. Anyway. Et après voilà, moi j'avais cette volonté-là qui était d'avoir un profil un peu moins linéaire. J'avais fait tout bien, quoi. J'avais fait une terminale S, une prépa, une grande école, Sciences Po, la banque d'affaires. Et maintenant j'avais envie d'avoir une trajectoire qui me ressemble plus, qui soit moins cocher les cases du bon élève français qui va finir dans un fonds d'investissement, etc. Et donc j'avais envie d'avoir une trajectoire vraiment plus atypique, plus originale, quitte à ce qu'elle soit plus risquée et qu'elle mette en risque un peu une carrière traditionnelle, mais on était à un stade où c'était pas grave, quoi. Et donc j'ai rencontré comme ça des porteurs de projets, et puis finalement j'ai trouvé mon associé actuel. Comme ça, par le réseau en fait. C'était comme de toute façon, je pense que tous les auditeurs sont conscients de ça, c'est que ces deuxièmes postes ou ces troisièmes jobs, on les trouve rarement par annonce. C'est plutôt par bouche à oreille, par recommandation, par réseau, par pote de pote, par un ancien client qui t'avait repéré, qui veut travailler avec toi, etc., etc. Donc regarder les annonces, c'est cool, mais ça suffira pas, quoi. Il faut rencontrer des gens, il faut activer et il faut lancer des pistes parce que ça prend du temps et ça se fait pas comme ça. Ouais, non, c'est sûr, c'est hyper important d'entretenir son réseau, et puis même si on n'en a pas de base, d'aller se renseigner. Moi, je vois les gens, ils sont hyper ouverts pour parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment, de leurs projets, donc ça c'est
c'est hyper intéressant. Et juste pour revenir sur, tu voulais plus suivre la route toute tracée du bon élève français, mais qu'est-ce qui a fait que de base t'étais le bon élève qui a fait S, prépa, etc. C'était un peu la pression sociale, t'avais envie de montrer que tu pouvais y arriver. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là où tu parcourais toutes ces étapes Ouais, c'est exactement ce que tu décris. C'est pression sociale, milieu familial. Moi, je suis l'aîné d'une famille et qui était très cool, hein, et qui est toujours, qui est toujours là, mais qui est effectivement un peu là-dedans, quoi, dans la caricature de la bourgeoisie de province où il faut faire enfin, tu vois, il faut passer par là. Il faut passer par là. En tout cas, ça rassure les parents quand tu fais ça plutôt que d'aller faire une fac de grec ancien ou d'histoire de l'art. Donc voilà, moi autant je me suis posé les bonnes questions à 25 ans, autant à 18 ans, j'étais nulle part, je crois. Et donc j'ai juste suivi les conseils de mes profs, des conseillers d'orientation qui ont la légitimité qu'elles ont et qui me disent, voilà, qui m'ont poussé à faire une prépa. Ça, je regrette pas pour le coup. Enfin, moi, je sais pas. Maintenant, avec le recul, je me dis, t'as plein de moyens d'arriver en école de commerce sans te taper la purge des 2 ans de prépa. Même si elle compte, qu'elle est formatrice et qu'après elle donne une vraie puissance de travail et une capacité à bien réfléchir. Je sais pas si je me referais 2 ans de violence entre 18 et 20 ans. Peut-être que je passerai par la petite porte pour arriver en admission parallèle et ça suffit largement. Et je pense que les gens aujourd'hui font plus trop la différence. Même si les RH regardent bien les CV. Mais... Donc voilà, moi c'est ça. J'ai fait le parcours typique parce que c'était le truc le moins risqué. C'était le truc qui ouvrait toutes les portes, qui enfermait pas, mais sans me poser beaucoup de questions. Après, on voit que c'est pas, en soi, c'est pas très grave parce que tu peux choisir après de changer et que, parce que je sais que, les jeunes, par exemple, qui sortent du bac ou même avant le bac, j'en rencontre pas mal qui se mettent vachement la pression autour de ça, à se dire oui, j'ai un peu peur de choisir telle ou telle école, telle ou telle voie, telle ou telle étude. Mais en soi, toi, t'es la preuve que, ok, tu peux faire une prépa, tu peux faire une école de commerce, tu peux faire Sciences Po, tu vas dans une grande banque d'affaires et après, tu peux monter ton projet et que ça marche. Enfin, il y a pas de... Il faut le faire même. Hein. Enfin, faut pas se mettre... Le truc qui me saoulait aussi, c'était cette espèce de course de la rat race, quoi. Cette espèce de course à l'échalote où t'es au collège, il faut aller dans le bon lycée. En lycée, il faut faire terminale S. Et les meilleurs de la terminale S iront dans la prépa. Les meilleurs de la prépa iront à HEC, à l'ESSEC. Les meilleurs de cette promo iront en banque d'affaires chez Goldman Sachs. Mais, enfin, et tu t'arrêtes jamais d'essayer d'être toujours dans le top 1%. Tu vois, ça c'est vraiment la philosophie, la culture du concours, d'être le meilleur de la classe et de faire toujours les trucs les plus stylés, les plus prestigieux. Donc je voulais sortir de ça aussi. Enfin, encore une fois, j'étais pas en pétage de câble, je suis pas devenu zadiste du jour au lendemain, mais je voulais sortir de cette démarche qui était d'aller toujours dans le toujours plus, quoi. Et d'être toujours sous pression dans les environnements les plus exigeants et avec les gens qui... Ouais, voilà. Ouais. Donc ça a surpris pas mal de gens, hein. Franchement, c'est pas simple d'annoncer ça, ni à sa famille proche, ni à ses copains de promo. Tout le monde pense justement que tu es en train de devenir ma boule. Tu fais un burn-out ou un truc comme ça, on t'a dit ça. Une situation qui est hyper confortable. Et je peux comprendre que ça sonne comme ça, hein, que ça sonne un peu comme une crise d'adolescence, un retardement, ou une crise de la quarantaine anticipée. Ouais. Ou en tous les cas, un caprice de sale gosse, quand tout va bien, tu as un bon CDI dans une belle boîte avec un gros salaire et de belles perspectives, et ben t'es pas content, il faut toujours chercher la petite bête qui va pas. Donc ça, je peux comprendre ces critiques-là, même si elles étaient minoritaires. Mais il faut avoir le courage du coup de tout balayer et dire bah, ok, j'entends vos critiques, mais j'y vais quand même, quoi. Et aujourd'hui, évidemment, 5-6 ans plus tard, j'ai aucun regret. Mais même si ça s'était planté, Phoenix, je pense que je l'aurais pas regretté. Parce que ça donne une expérience qui est assez folle, des compétences qui sont beaucoup plus diverses que celles que je développais en banque d'affaires ou dans un cabinet de conseil. Et ça donne une envergure, une confiance en soi, un réseau qui est... Et c'est juste le jour et la nuit, quoi. Donc, j'aurais pas regretté. Ouais, donc en fait, ne pas écouter son entourage, quoi. Bon, après, d'un côté, c'est hyper bienveillant parce que c'est aussi pour que tu fasses attention à ton train de vie, ne pas tout lâcher, se poser peut-être les bonnes questions. Donc, c'est aussi hyper bienveillant, je pense, de leur part. Mais faut pas non plus trop y attacher d'importance. Si toi, t'as envie de faire quelque chose, faut le faire, quoi. Ouais, voilà, il faut suivre ses intuitions parce que si t'as contre-emploi dans un boulot, tu seras jamais aussi bon que... Moi, je vois, en banque d'affaires, j'avais des mecs
qui n'étaient pas forcément, enfin certains l'étaient, mais pas tous, plus intelligents que moi, mais qui juste, c'était le job de leur rêve, ils donnaient ils seront forcément meilleurs que toi à la fin parce que ils ont le feu sacré, et c'est le job de leur vie, c'est la boîte de leur vie. Et toi, c'est pas le cas, donc si t'es trop longtemps à contre-emploi, ça finira par se voir, par se sentir, par se savoir. Et par contre, quand tu arrives à aligner tes aspirations personnelles avec ton boulot, quand tu arrives à retrouver une sorte de passion, là, c'est là que t'es le meilleur. Et du coup, tu t'es vachement renseigné auprès de l'ESS que c'est une cause qui t'importait. Et c'était vachement aussi connu à l'ESSEC, ce que tu disais. Et pourquoi tu t'es dit, bah, je vais monter mon projet? Pourquoi t'es pas allé dans une boîte qui faisait déjà ça? Pourquoi t'as pas cherché un CDI ailleurs? Pourquoi tu t'es dit, ok, je vais lancer mon truc, en fait? Bah, au départ, c'était une rencontre en fait. On a rencontré. Au début, on était trois, hein, pour être transparent. Il y en a un qui est sorti du périmètre. Mais c'est la rencontre avec mon associé qui a déclenché ça. Il y a eu une sorte de fit. On a regardé plusieurs secteurs. En fait, nous, on était assez agnostiques. Moi, je voulais juste. Ce qui me drivait dans mon changement de carrière, c'était la quête de sens. Après, sur le secteur sous-jacent, je m'en foutais un peu, grosso modo. Je voulais juste un métier qui ait de l'impact, qui fasse avancer le monde dans une bonne direction. Et ça aurait pu être sur le bien vieillir, sur le vivre ensemble, sur l'éducation, sur. Bon, ça a été les déchets et le gaspillage alimentaire, mais encore une fois, ça aurait pu être une thématique, même santé. À partir du moment où elle améliorait la planète et où j'avais une fierté à dire je construis un truc à impact positif. Et donc, on a creusé plusieurs thématiques. Et on s'est dit que sur les invendus, les déchets et le gaspillage alimentaire, il y avait une page blanche et qu'on avait plein de trucs à construire. Donc, franchement, j'aurais pu rejoindre une boîte en cours de route. Et d'ailleurs, je trouve qu'être comme ça dans les premiers employés d'une startup, c'est assez cool. C'est peut-être moins compliqué et moins exigeant et tu vis moins les montagnes russes que quand t'es cofondateur. Et pourtant, t'es au centre du truc, t'es au centre du game, et donc c'est pas mal aussi. C'est une position qui est assez confortable et qui est assez intéressante d'être genre ce qu'on appelle les first employees dans une startup de l'ESS qui vient de se lancer. Ça aurait pu être le cas, mais ça s'est pas fait comme ça. C'est plus l'histoire, quoi. Et donc, ton associé s'appelle Baptiste, c'est ça? Ouais. Et donc, vous vous êtes rencontrés comme ça quand quand essayais de rencontrer des personnes, etc. Ouais, par le réseau des anciens de Sciences Po, pour le coup. Ok. On a fait rencontrer une personne. Et puis après, Baptiste. Et voilà. Mais c'était pas à la base, c'était pas un pote, c'était même pas une connaissance, quoi. On se connaissait pas. Donc on a commencé à bosser ensemble pendant quelques mois de façon informelle, en parallèle de mon boulot, quoi. Donc le soir et le week-end pour essayer de faire émerger un peu un début d'idée, un début de modèle économique, quelques écrans du prototype et tout. Et puis après, quand on a vu que le fit était bon, on s'est lancé. Et tu t'es... Enfin, je trouve ça hyper... Enfin, pas risqué, mais voilà, quelqu'un que tu connais pas, que, bon, t'apprends à connaître, t'as appris à le connaître, mais Non, mais c'est t'as pas risqué, eu un hein. peu peur? Si, c'est risqué. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, C'est le au début, on troisième. était trois. Et il y en a un avec qui le risque n'a pas payé. Ouais. Enfin, en tout cas, on s'était planté. Erreur de casting. Et donc, c'est hyper important, effectivement, déjà de faire ce qu'on appelle des due diligence, donc des prises de référence. On appelle des gens qui ont bossé avec les personnes pour savoir un peu leur réputation, leur état d'esprit. C'est bien de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de bosser en mode soirée week-end pour commencer à prendre un peu la température, voir comment il fonctionne, comment il réfléchit. Mais c'est encore mieux de faire 1 ou 2 semaines de boulot full-time dans des conditions réelles pour voir. Et puis c'est bien aussi de voir, enfin, un truc qui était assez éclairant, c'est de voir comment la personne réagit en cas de bonne nouvelle et en cas de mauvaise nouvelle. Donc c'est important, quoi. Bonne nouvelle, c'est important de voir la complémentarité, et puis c'est important de voir qu'il y a de la résistance à l'ascenseur émotionnel caractéristique de l'entrepreneuriat, où en gros tu as une super nouvelle, tu penses que tu es millionnaire, ah mais non, en fait tu vas crever, la boîte est en train de mourir, tu perds un contrat, tu en gagnes 3, enfin tu vois. Donc ça, il faut être bien accroché, et tout le monde ne l'est pas, mais donc c'est important de voir les réactions des gens dans les deux cas de figure. Donc, vous avez bossé ensemble en parallèle de vos jobs. Lui, il était en poste aussi? Ouais, Ok. ouais. Et au bout de combien de temps t'as quitté Lui, en fait, il était déjà entrepreneur, il était sur une autre boîte, et au départ, il a cumulé les deux trucs. Et un autre enseignement, c'est que en fait, tu peux pas, c'est compliqué d'avoir plusieurs boîtes en parallèle, c'est même impossible, c'est pas souhaitable. Et donc, la boîte ne décolle vraiment que quand tout le monde est à temps plein, voire à 200%. Donc, quand on a vu que Phoenix avait une bonne perspective, il a arrêté sa première boîte. Et il est basculé à temps plein sur Phoenix. D'accord.
Et donc, au bout de combien de temps t'as quitté Merrill Lynch Ça a duré 6 mois, je pense. Ouais, 6-9 mois, cette phase d'exploration. Et de commencer à tester, à bêta-tester une idée. Et puis après, quand j'ai commencé à sentir que déjà dans ma tête, j'étais plus du tout. Enfin, j'étais plus au boulot, quoi. Et que je faisais vraiment le service minimum pour pas me faire virer, mais que j'étais plus. Je me suis dit, ok, déjà, c'est pas cool par rapport à mon employeur actuel. C'est pas... même si en fait, je m'en foutais un peu parce que la réputation, vu que je quittais le milieu, c'est jamais bon de griller sa réputation. Mais en l'occurrence, moi, je comptais partir dans la finance, donc au pire, je m'en foutais. Mais bon, je voulais être un minimum respectueux par rapport à mon employeur des 5 dernières années. Donc quand j'ai senti que j'étais plus dedans, je suis allé toquer à la porte en disant voilà les gars, ça y est, je suis en train de switcher, j'ai une idée en tête, la voici, c'est ça n'a rien à voir avec la finance, je vais pas chez le concurrent, je vais pas dans un autre cabinet, je vais pas dans une autre banque. Et j'ai fait mon coming out. Ouais. Mais, et après, voilà, il y a une petite phase de négociation du départ, de préavis, et puis c'était parti. Et t'as pas eu peur parce que justement, tu parlais tout à l'heure d'un métier quand même assez confortable où tu gagnais bien ta vie. Ça t'a pas fait peur justement de perdre peut-être ce confort et te lancer dans l'entrepreneuriat? Comment tu te sentais à cette époque? Si, ça fait. Enfin, c'est pas que ça m'a fait peur, mais moi, je savais que j'étais surpayé et j'avais pas besoin de ce salaire-là pour vivre correctement, même à Paris. Donc, j'ai toujours été vigilant à pas m'habituer à tout ça et à pas avoir un train de vie délirant et à pas dépenser. Donc, moi, j'avais la certitude qu'avec un tiers ou la moitié de mon salaire, ça me suffisait largement. Donc, j'avais pas d'attente hyper élevée en termes de rémunération. Je suis pas quelqu'un de très greedy mais c'est sûr que j'avais en tête. Alors, je pense que ce que j'avais pas en tête, c'est que c'est quand même très long une startup. Et que moi, je me disais, bon, bah, c'est bon, dans 2-3 ans, je vais retrouver un vrai salaire. En fait, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, donc ça, il faut s'accrocher. Même quand ça se passe bien, il faut voir ce que ça veut dire, hein, de payer un salaire, de payer ne serait-ce que 30-40 000 euros brut. Bah, ça en coûte presque le double, hein, tout compris pour une boîte. Donc, c'est là que tu prends conscience que pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, bah, il faut se lever tôt. Donc voilà, moi j'ai un peu sous-estimé ça. Je pensais que ça serait plus facile, que ça viendrait plus vite. Et en fait, ça prend du temps. Vous avez mis combien de temps à réussir à Nous, à vous payer? on s'est créé en mars 2014. Et la première année, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a fait une levée de fonds au bout de 18 mois, à l'été 2015, où on a levé à peu près 1 million d'euros pour lancer la machine, amorcer la pompe et tout. Et avec cet argent-là, on a pu commencer à se salarier. Donc ça a duré entre 18 et 24 mois. Voilà. Et donc ouais, pour revenir donc sur Phoenix, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas forcément expliqué vraiment ce que c'était. Est-ce que tu peux nous présenter Phoenix? Ouais, je pense que je l'ai fait peut-être 10 000 fois. Donc je vais le refaire. D'ailleurs, c'est un sujet quand tu es entrepreneur comme ça et que tu pitches pendant 5-6 ans. T'en as marre au bout C'est d'un dur de moment? trouver c'est dur de trouver le bon dosage entre un discours rodé et en même temps retrouver un peu la flamme du début. Mais comme nous, ça change vachement et qu'il y a plein de services qui sont lancés tout le temps, c'est assez cool. Donc en gros, chez nous, chez Phoenix, qui est une entreprise de l'ESS et même de plus en plus, moi j'aime bien nous ancrer dans ce qu'on appelle maintenant la tech for good. Parce que l'ESS a un côté ça plaira peut-être pas à Jonathan, qui était le précédent speaker, mais a un côté que je trouve assez militant, revendicatif, presque politisé, quoi. Donc l'économie sociale et solidaire en France, c'est très les mutuelles, les scopes, les associations, etc. Dans lequel je me reconnais un tout petit peu moins que dans l'acception anglo-saxonne qui est le social business. Et donc la tech for good est un peu confluent des deux. C'est la technologie au service du bien commun. Et nous, voilà, c'est un peu là-dessus qu'on est. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne la distribution, les industriels et plus généralement tous les commerçants et producteurs dans la fin de vie de leurs produits, leurs invendus. Donc on les accompagne pour éviter le gaspillage alimentaire, mais pas que. Et en gros, on propose donc à la fois à Leclerc, Intermarché, Super U, mais aussi à des boulangeries de quartier, à des industriels type Innocent, les Deux Vaches, Danone, Michel et Augustin, de valoriser leurs produits à partir de J-3, J-2 par rapport à la date de péremption. Et on fait 3 choses pour eux. Dans un premier temps, on revend les invendus sur une application mobile, grand public, qui s'appelle l'application Phoenix, qui est disponible sur tous les stores et que j'invite les auditeurs à télécharger dès à présent. Ouais. Donc l'appli Phoenix qui permet d'acheter à prix cassé, moins 50, moins 60% les invendus en date courte. On les réserve, on les paye en ligne et on passe les chercher à un point de vente. Et ça évite le gaspillage. Donc ça c'est vraiment pour le consommateur lambda. B2C. Okay. Ça c'est assez nouveau chez nous, ça a quelques trimestres. Mais c'est un truc sur lequel on mise pas mal. On n'est pas seul sur le marché, mais il y a une place. Deuxième truc, c'est ce qui n'a pas été revendu au consommateur à prix cassé.
Donc après les consos, on bascule chez les assos. Et ça, c'est notre pilier historique. C'est plutôt du B2B ou B2A de l'association. Et donc là, on donne des palettes entières au Resto du Cœur, à la Banque Alimentaire, au Secours Populaire, au Secours Islamique, au Secours Catholique, à la Croix-Rouge, dans une logique de solidarité et de redistribution aux plus démunis. Et dans un temps 3, ce qui a été ni racheté à prix cassé par les consos, ni donné à des assos, c'est proposé à des animaux. Donc une ferme, un parc animalier, un centre équestre, une porcherie ou la SPA. Ils vont récupérer les fruits et légumes hors calibre, moches. Ils vont récupérer le pain rassis des boulangeries et des rayons de viennoiserie de chez Leclerc. Et ça va nourrir des cochons, des chevaux, etc. Ou des fermes. Et donc le but avec ces 3 canaux, les consos, les assos, les animaux, c'est de bâtir un monde sans gaspillage et d'arriver à faire du zéro déchet. Et donc les poubelles normalement sont vides une fois qu'on a branché ces 3 canaux de valorisation. Il n'y a plus rien dans la poubelle de déchets organiques, donc de ce qu'on appelle les biodéchets. Tout est parti dans des filières de seconde vie plus intéressantes que ce qui était fait jusqu'à maintenant, à savoir l'incinération, l'enfouissement ou la mise en décharge. Donc voilà, si je vais plus loin, la vision c'est ça, c'est qu'on essaie de mettre en place une sorte de nouveau standard dans la gestion des invendus et des déchets, où en fait on leur redonne de la valeur et on remplace le modèle historique traditionnel de la poubelle, le camion poubelle, le centre de tri, l'incinérateur. Nous on essaie de remettre un peu de bon sens au cœur du système et de venir brancher des filières de plus malines, quoi. On n'a rien inventé, hein, parce que c'est retravailler les restes, c'est ce que faisaient nos grands-parents il y a 50 ans, mais on le met en pratique à grande échelle dans l'industrie et la distribution. Ok, en fait, vous évitez que leurs invendus se retrouvent à la poubelle, du coup, vous leur faites gagner de l'argent aussi par ce biais. D'une part, ils économisent des frais de destruction, parce que tout ce qui est revendu, donné ou valorisé dans l'alimentation animale n'est plus détruit, incinéré et enfoui. Donc ils réduisent vachement leur facture de destruction, de coût de traitement de déchets. Ça, c'est le premier levier. Et puis en plus, par ailleurs, soit le produit est vendu au consommateur sur l'application, et donc c'est du chiffre d'affaires en plus pour le magasin, sur des produits que jusqu'à maintenant ils ne vendaient pas. Donc c'est du chiffre d'affaires additionnel. Ce qui est donné à des assos ouvre droit à une réduction fiscale, parce que c'est du don en nature à une œuvre d'intérêt général ou d'utilité publique, donc ils peuvent défiscaliser jusqu'à 60% de la valeur en stock des produits donnés. Et sur la troisième pilier, les animaux, il y a juste la réduction de coût, parce que toute tonne qui est valorisée chez un fermier n'est plus détruite, et donc c'est toujours moins cher que de le filer en destruction. Et donc nous, on prend une commission là-dessus, et donc c'est avec ce modèle qu'on a réussi à créer 130 emplois en 5 ans, que l'an dernier, on a fait à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, et cette année, si tout va bien, Inch'Allah, on devrait finir entre 14 et 15 millions. Donc c'est une belle histoire. Bah, c'est ce que je vous souhaite. Bah ouais, pourvu que ça dure. Et puis ce qui est cool, ce qui fait la magie de ces modèles-là, de l'ESS et de la Tech for Good, c'est que on est aussi fier de dire qu'on fait 15 millions et qu'on a créé 130 emplois que de dire qu'on a redistribué près de 70 millions de repas en 5 ans. Et que tous les jours, on est sur un rythme de 120 000 repas sauvés de la poubelle. Donc c'est chouette, quoi. On a un impact extra-financier qui commence à être significatif et dont l'équipe est vachement fière. Et du coup, là, tu te retrouves dans ta quête de sens et d'avoir envie de faire un truc. Je me retrouve dans une sorte de boîte un peu hybride qui marche sur 2 jambes. Nous, on est quand même... J'ai pas oublié tous mes réflexes de bon élève et de banquier d'affaires. Donc on a quand même une boîte qui est super ambitieuse. C'est dans la culture d'entreprise. On lance plein de trucs, on a pas mal de niaque et d'ambition. On n'est pas une boîte pépère, quoi. Donc on aspire quand même à être les leaders, à être les meilleurs sur notre secteur. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a une trajectoire de levée de fonds, de recrutement, de partir à l'étranger, de lancer plein de produits, B2B, B2C, etc. Mais je suis content que cette énergie, cette ambition, elle soit au service d'un projet à impact et que du coup on marche sur 2 jambes, une jambe croissance, rentabilité, ambition, et une jambe impact extra-financier, et c'est ça qui est cool. Et quand vous vous êtes lancé, après on parlera justement de la réussite de Phoenix et de la bonne trajectoire, mais quand vous êtes lancé, est-ce que vous y connaissiez quelque chose au gaspillage alimentaire? Non, on connaissait rien. Non, là-dessus on connaissait rien. Et comment vous avez fait pour... C'est un enseignement pour les gens qui hésitent à se lancer. Moi, je venais de la finance et on s'est lancé dans la grande distribution et les assos caritatives. Et je connaissais aucun des 2 secteurs. À part aller faire des courses dans le Franprix en bas de chez moi, je n'avais jamais mis les pieds. J'avais même jamais été caissier en job d'été ou chef de rayon en job d'été. Moi, je connaissais pas du tout la distribution. J'avais quasiment 0 réseau, à part peut-être quelques potes de promo qui étaient en marketing chez Carrefour ou en finance chez Casino.
Et pareil dans le monde associatif, c'est un monde que je découvrais. Ces codes, le côté politique et l'organisation de la banque alimentaire, des Restos du Cœur, je connaissais pas du tout. Avec pareil quelques mini contacts, mais c'était super embryonnaire. Et, ben, en tout cas, nous, notre point de vue, notre retour d'expérience, c'est que quand on est motivé, sérieux et qu'on fait bien son boulot et qu'on essaie de bien comprendre un secteur, de se l'approprier, en quelques mois ou quelques trimestres, on comprend qui sont les personnes clés à rencontrer, on les rencontre. Et après, on se fait un. Si on bosse bien, si l'équipe est sérieuse, si le projet tient la route, on se fait vite une réputation, un réseau, du bouche à oreille. Et nous, ouais, je sais pas, en 18 mois ou en 2 ans, j'avais l'impression qu'on avait fait le tour de notre écosystème et qu'on avait l'impression d'être là depuis 10 ans déjà, quoi. Donc franchement, faut pas se mettre de barrière mentale en disant ouais, j'adorerais monter un projet dans l'aéronautique, mais je connais pas ce secteur. En fait, En fait, on peut apprendre, ouais, on quoi. peut le faire et Mhm. à la force du travail et du sérieux, ça passe, quoi. On fait son trou Ouais. et on Faut se fait pas, accepter. Faut pas pas avoir s'auto-censurer. peur de ça. Non. Bah, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça. Enfin, moi, je sais que par exemple, il y a des fois où, moi, j'ai tout le temps plein d'idées que je veux lancer. Et je me dis, mais en fait, enfin ça, j'y connais absolument rien. Je vois pas comment je pourrais faire. Et toi, tu dis, bah non, en fait, t'apprends sur le tas, t'apprends. Ouais, le plus dur, c'est de l'entrepreneuriat et les startups, c'est plutôt un état d'esprit qu'une vraie compétence. Après, il y a des méthodes qui s'apprennent, et, mais tu peux les appliquer à n'importe quel secteur. C'est juste repérer des frictions, des insatisfactions, des trucs qui sont mal faits, et puis venir brancher des services qui correspondent à ces constats de problèmes. Mais pas besoin d'être un expert du sujet. La seule limite à ce discours-là, c'est que du point de vue investisseur, quand tu veux lever des fonds, ça pose question, quoi, parfois. En disant, ça aurait été plus normal, ça aurait pu paraître plus normal, plus légitime que ce soit un ancien de Carrefour qui lance Phoenix qu'un mec qui sortait de nulle part de banque d'affaires. Parce que il considère que si tu as fait 5 ans chez Carrefour, tu connais les métiers, les process, tu as du réseau, tu sais comment ça marche, tu connais l'envers du décor. Et donc, il y a un côté intuitif à se dire, bah, je connais bien un secteur et du coup, je connais toutes ces problématiques et tout l'écosystème, donc je vais me lancer sur un projet dans ce secteur-là. Mais l'autre, on est la preuve que l'autre solution peut fonctionner aussi, c'est-à-dire défricher un truc que tu connais pas du tout. Bah, ça donne de l'espoir du coup Ouais, à tout le monde. c'est bien sûr. Au Et contraire. pour revenir un petit peu sur Phoenix et votre ascension, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Ascension fulgurante. donc en 2014 vous faisiez 100 000 euros de chiffre d'affaires comme tu disais, l'année Ouais. dernière 9 millions. Vous êtes à 130 salariés, vous venez de faire une levée de fonds de 15 millions d'euros. J'ai vu que vous aviez à peu près 1500 clients et que vous étiez présent dans 5 pays. Tout ça en quoi, en 4-5 ans. C'est assez vertigineux. Comment toi et ton associé, mais plus particulièrement toi, vous appréhendez un peu ce changement d'échelle? Est-ce que, enfin voilà, comment vous le sentez, quoi? Écoute, je pense pour être honnête, je pense qu'on a une partie de mérite, mais on était aussi au bon endroit, au bon moment, avec un produit, un service et une vision qui cochait pas mal de cases. Donc on était sur une thématique à la fois solidarité, ESS, développement durable. Le boom des startups, il est récent et on était en plein dedans. Sur une thématique qui est montée d'un point de vue sociétal et réglementaire qui était le gaspillage alimentaire. Donc voilà, il y a une partie qui était ça, le momentum était cool et en même temps on a bossé comme des tarés. Après, ce qui est sûr, c'est que notre métier il a changé 5 fois en 5 ans. C'est pas du tout pareil d'être 5, 10 dans un petit bureau comme celui-là où tout le monde fait un peu tout, quoi. Tu fais à la fois la communication, le commercial, le paiement des salaires en fin de mois, l'achat des matières, l'achat des ordis des gens, du papier, des stylos. Et après, quand la boîte passe des caps, 20, 30, 50 personnes, 100 personnes, 150 personnes, ton métier devient beaucoup plus un métier managérial, puis un métier de recruteur, puis un métier d'organisateur de la boîte, d'organigramme, puis après un métier de représentation quasiment politique, puis après un métier de manager, de prise de décision, quoi, d'arbitrage. Donc c'est ça qui est aussi cool dans cette trajectoire, c'est qu'on a vécu 3-4 grosses phases, quoi. Donc je sais pas si les auditeurs sont familiers avec ce truc-là, mais en général tu dis que dans les startups il y a 3 types de profils où il y a 3 grosses séquences. C'est ce qu'on appelle le start, le build et le run. Donc le start, c'est l'amorçage, anté-création plus création. Tu commences à maturer un peu ton idée,
ton positionnement, ton modèle économique, poses ta marque, ton logo, ta plateforme de discours et tout. Tu cherches tes premiers clients. Ensuite, une fois que ça c'est passé, tu passes en mode build. Donc là, tu construis ta boutique, ta machine de guerre. Et tu structures des fonctions transverses, direction financière, marketing, RH. Tu recrutes des bonnes personnes et puis après, tu passes en mode run. Et là, c'est plus de la gestion courante, quoi. On n'est pas du tout au stade où la boîte est mature et pérenne et on est une PME, il n'y a plus qu'à la gérer. Mais c'est sûr que maintenant, au début, tu gères beaucoup d'urgence. Et plus ça grossit, plus tu gères des trucs importants. Et l'urgence, elle est déléguée à d'autres personnes. Et t'es un peu moins dans l'opérationnel, ouais. du coup. Ouais, un peu moins dans l'opérationnel. C'est dur aussi de trouver le bon dosage dans l'utilisation de son temps, entre être aspiré par l'extérieur, dans les prises de parole, des tables rondes, des conférences, des médias. Garder la main sur l'équipe, être toujours au cœur de la boîte et sentir un peu le terrain, comment ça se passe. Gérer les investisseurs actuels et futurs, les financeurs, essayer de toujours avoir un pied pour parler à des clients, pour être sûr que tu es toujours un peu tu réponds à leurs attentes et à leurs problématiques. La question du temps et de l'arbitrage de comment tu organises tes journées, c'est une question qui est super importante. Et du coup, avec ton associé, vous vous êtes un peu répartis les rôles, les tâches pour justement gérer un peu tout ça? Ouais, moi j'ai deux casquettes. Je suis à la fois moi, je m'occupe de deux choses. Donc, je suis président et CEO, grosso modo. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est représentation, prise de parole, figure de proue de la boîte à l'extérieur, à la fois pour la marque employeur et puis pour la marque de manière générale, et passer les messages, faire du lobbying, etc. Ça me prend un bon tiers de mon temps. L'autre tiers de mon temps, c'est de l'investor relation, donc du board management. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, on a levé 15 millions d'euros. C'était notre troisième tour de table. Donc aujourd'hui, on a 5 fonds en capital qui ont mis beaucoup d'argent sur des grosses valorisations avec beaucoup d'ambition. Donc c'est des gens qu'il faut gérer, manager. On a un board mensuel et puis un comité stratégique trimestriel. Donc il faut préparer, faire le reporting. Et ça, c'est moi qui coordonne tout ça. Ça me prend pareil un bon tiers de mon temps, je dirais. Et le reste de mon temps, il se divise en encore 2 petits blocs. Un qui est assez important en ce moment, en tout cas dans la phase qu'on vit là, qui est du recrutement. Aller chasser des talents, les repérer, les embarquer et les faire venir chez Phoenix. Parce qu'on est au stade où il nous faut des experts. Pendant 5 ans, on avait pas mal de couteaux suisses, des gens qui étaient très motivés, qui adoraient le truc et qui étaient à fond. Mais maintenant, on est à un stade de la boîte où il faut qu'on débranche des couteaux suisses et qu'on vienne plugger des vraies expertises sur des thématiques type marketing, DAF, commercial, etc. Marketing digital. Donc ça, c'est mon boulot des 6 prochains mois, que j'ai commencé déjà. Et l'autre petit bloc après, à part ça, à part le recrutement, c'est la stratégie. Et ça, pour le coup, elle est en co-décision avec Baptiste. Est-ce qu'on lance cette activité ou pas? Est-ce qu'on ferme cette business unit ou pas? Est-ce qu'on va dans tel pays plutôt que tel autre? Et Baptiste, lui, il est directeur général. Et il a 2 casquettes. C'est plutôt le geek de la bande. Donc il s'occupe, il n'est pas CTO, mais il s'occupe quand même de tous les outils tech. Et puis il gère les équipes en interne aussi. Voilà comment on se répartit les rôles si je caricature un peu. Ok, ouais, c'est important un peu d'avoir chacun sa casquette pour pas trop s'en mêler les pinceaux et pas tout faire tout le temps. C'est important de se faire confiance, c'est important que chacun ait son précaré et que chacun ait des compétences complémentaires. Et c'est même la clé du succès. Et moi, je me demandais aussi, est-ce que t'as plus peur maintenant que la boîte marche et que vous êtes 130 et que vous avez levé quand même beaucoup d'argent, vous faites quand même un chiffre d'affaires assez important. Est-ce que t'as plus peur maintenant, t'as plus de pression maintenant ou au début où tu savais pas où ça allait mener? Non, j'en ai plus maintenant. Ouais. J'en ai plus maintenant, ouais. Parce qu'effectivement, il y a plus de pression, on a plus de gens à gérer, on a plus de parties prenantes entre les banquiers, les financeurs, les investisseurs, l'écosystème. Vu que Phoenix a une belle trajectoire, on a eu pas mal de couverture médiatique, pas mal de soutien de l'écosystème, y compris politique et tout, donc je pense qu'il y a pas mal d'attentes aussi autour de Phoenix. Il ne faut pas qu'on déçoive les gens qui nous ont aidés, soutenus et qui nous mettent en avant partout. Parce que ça serait assez destructeur pour l'écosystème. Donc oui, moi j'ai de la pression. J'ai jamais mal dormi, j'ai jamais fait de nuit blanche, j'ai jamais eu d'insomnie, mais là, au bout de 5-6 ans, maintenant, je commence à avoir des moments où tu te dis, là, il y a un peu de stress, là, il y a un peu de concurrence qui arrive, là, il y a un client qui nous fait chier. Enfin, voilà. Et comment tu gères ça? Au début, c'est plus de l'excitation, hein, les premières années. Et maintenant, c'est plus de la pression. Après, moi comment je gère ça? J'essaie de prendre du recul. De me dire que de toute façon, c'est pas grave. On n'est pas sur
On n'a pas un métier, on n'a pas un bullshit job, donc mais on n'est pas non plus sur un métier, on n'est pas chirurgien cardiaque, quoi. Donc je veux dire, même si on loupe une palette, bah, ok, elle va partir à la poubelle, mais personne ne va mourir. Faut dédramatiser. Ok. Pour ça, moi, j'ai des enfants qui m'aident aussi, enfin j'en ai 2 maintenant, à prendre du recul et à débrancher un peu plus le soir qu'avant, même si je reste un workaholic et un bourreau de travail. Et j'ai ce problème-là, il faut que je le traite, mais, mais voilà. Et après, le dernier truc, c'est qu'on a la chance d'avoir, comme je dis dans l'ESS, la Tech for Good, des métiers et des boîtes qui ne sont pas binaires. C'est-à-dire que même si par malheur Phoenix meurt dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour je sais quelle raison, on aura quand même... Enfin, tout le temps où la boîte sera restée debout, on aura permis à des millions de personnes de se nourrir mieux. C'est pas 1 ou 0, quoi. C'est que on est déjà fiers, encore une fois, des 70 millions de repas qu'on aura distribués. Et on sait que même si on ne vit que 7-8 ans, pendant 8 ans, on aura permis encore une fois, à des bénéficiaires d'avoir accès à la nourriture moins chère ou gratuite. C'est déjà une satisfaction en soi. Donc rien ne sera perdu. Et puis de toute façon, la vraie réponse, c'est que ça ne mourra jamais non plus, quoi. Enfin, il se peut que, parce qu'on n'est jamais à l'abri, hein, ça fait très vite comme ça peut faire très vite dans l'autre sens. Enfin, on est sur un sujet qui est tellement porteur, l'économie circulaire, la gestion des déchets, l'avenir des ressources, que on ne passera jamais de 130 à 0 personne. Il peut qu'on réduise la valeur un jour, mais je pense pas qu'il y aura d'accident industriel majeur. Je suis assez serein sur la suite. Bon, t'as confiance en Ouais. l'avenir, donc c'est hyper, C'est important. Du coup, on arrive un peu à la fin de notre échange. Je pose toujours cette question à mes invités. Est-ce que t'as quelques conseils à donner à des gens qui sont peut-être comme toi il y a quelques années en manque d'investissement et qui ont peut-être envie de lancer leur projet, qui savent pas encore comment faire ou Ouais, je peux en donner quelques-uns. Le premier conseil, c'est de pas faire la tête brûlée trop vite. Donc il faut pas démissionner, il faut pas faire de démission en sèche, faut pas péter de durite trop rapidement. Il faut prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul, parce qu'après tout prend du temps à mettre en marge. Donc on est quand même content quand on a soit un revenu, soit un substitut de revenu. Si on peut faire des ruptures conventionnelles, c'est quand même mieux que de partir complètement à poil dans la nature, parce que tout prend beaucoup plus de temps que prévu dans l'amorçage, dans le lancement. Deuxième conseil, c'est de faire des rencontres, parce que c'est quand même toujours inspirant. Je pense que c'est chouette de parler à ce qu'on appelle des rôle modèles, donc des gens qui permettent de se prendre confiance et de se décomplexer et de se dire que c'est possible. Donc parler à des gens qui l'ont fait, qui sont passés à l'action et pour qui ça a marché. Parler aussi à des gens pour qui ça n'a pas marché, parce que c'est instructif de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Après, il y a peut-être des lectures, les podcasts, notamment le tien, mais il y en a d'autres qui c'est vrai que mon podcast, c'est un peu ça que je veux transmettre. Donc à l'époque, moi, j'en avais pas. C'était pas un format qui était aussi à la mode que maintenant, mais moi, j'en consomme beaucoup. Je trouve que c'est un truc qui est assez cool. Le matin dans le métro ou dans les transports, je pense qu'on peut en tirer pas mal de choses. Et puis des lectures, mais voilà. Et puis après, suivre ses intuitions, suivre ce qu'on a deep down, et puis y aller, quoi, sans se poser trop de questions non plus. Et si peut-être un dernier truc, je vois aussi quand même beaucoup d'entrepreneurs ou de wannabe entrepreneurs qui se lancent avec beaucoup d'énergie et beaucoup de focus sur des micro-sujets de niche. C'est pas, ce que je dis n'est pas parole d'évangile, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'énergie sur des trucs qui dépasseront jamais les 1, 2, 3 employés, qui feront jamais plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, parce que c'est des marchés de micro-niches. Et je pense qu'il faut prendre ce recul-là de se dire, ok, est-ce que le secteur auquel je m'adresse, la problématique que je touche, est-ce qu'elle peut scaler, est-ce qu'elle peut avoir un impact à grande échelle, ou est-ce que je vais m'enfermer dans un truc qui a pas trop de sens. Et ça, c'est dur de prendre du recul quand on connaît pas l'entrepreneuriat. On a parfois tendance à se lancer un peu la fleur au fusil, sans penser à la taille du marché sous-jacent, l'ambition qu'il y a derrière. Donc voilà. Ouais, donc c'est important de penser plus loin et de voir où est-ce que ça va mener, quoi. Ouais, réfléchir un peu à ce que ça peut devenir la boîte, parce qu'en fait c'est autant d'énergie de sortir une TPE ou de sortir une PME, c'est quasiment autant de travail et de boulot. Donc autant faire un truc. Même si la croissance pour la croissance n'est pas une fin en soi, ça j'en suis bien conscient, mais c'est quand même cool de pouvoir faire un truc qui a un peu d'ambition. Bah merci pour tous ces conseils. Et tu parlais tout à l'heure de livres qui peuvent peut-être inspirer. Justement, je voulais te poser une question. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré et que tu aimerais partager avec nous? Donc ça peut être des films, un livre, une personne, un sport, je sais pas, n'importe quoi. Je pense qu'il pourrait être utile à moi et les auditeurs. Oui. Il y a des. Alors moi, je lisais pas mal à l'époque. Maintenant, j'ai beaucoup moins le temps. Avec une boîte en croissance, des enfants et plein d'engagements, je peux plus le faire. Donc, je peux plus le faire. Je devrais pouvoir le faire, mais je ne prends pas le temps. Ouais. Par contre, des podcasts, j'en écoute pas mal. Ça, c'est assez inspirant.
Dans les bouquins qui m'ont plu, il y en a un que je cite assez souvent, mais qui est Le désert des Tartares, d'un mec qui s'appelle Dino Buzzati, et qui est un peu l'histoire des gens qui vont écouter ton podcast. Il y a quelqu'un qui tourne en rond en se posant plein de questions dans la vacuité de l'existence et qui finit par... Donc moi, je m'étais pas mal projeté là-dedans. C'est un roman, hein, c'est pas une... C'est quelque chose que tu avais lu avant ou que tu as lu après pendant ces réflexions un peu là. Après, j'aime bien Kundera, notamment un livre qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être. Et puis après, moi, je lisais pas mal de philo, donc je pense que ça m'a aidé quelque part. C'est un peu prétentieux, peut-être, ou un peu pompeux de dire ça, mais je pense que le fait d'avoir fait beaucoup de philo et d'avoir lu beaucoup de philo, avec pas mal d'intérêt, m'a aidé à prendre de recul, de dire... poser les bonnes questions. Ouais, de recul sur ma vie, de recul sur c'est quoi une vie réussie, c'est quoi l'objectif d'une vie, est-ce que c'est gagner du fric, acheter une maison et un bateau, ou est-ce que c'est autre chose. Mais donc voilà. Donc la philo aussi tu recommandes pour... Ouais, la philo je recommande. Et pour les gens qui sont un dernier truc, beaucoup plus opérationnel, plus terre à terre et moins intellectuel. Pour les gens qui sont encore en école ou qui envisagent de reprendre des cours pour se former. Moi, il y a 2 matières que je regrette de ne pas avoir suivies avec plus d'assiduité et plus d'intérêt, maintenant que je suis entrepreneur. C'est les RH, puisque aujourd'hui c'est 80% de mon temps. Donc les cours de RH, les cours de psychologie des organisations, les cours de psychologie même individuelle, c'est super important parce qu'après en tant qu'entrepreneur, manager, on passe son temps à gérer de l'humain. Ça, c'est un truc de fou. Donc moi si j'avais su, j'aurais beaucoup plus écouté, beaucoup plus lu mes cours et beaucoup plus écouté mes profs, ça m'aurait pas mal aidé. Et le deuxième, c'est je trouve que c'est un truc qui est vachement déclassé dans les écoles de commerce de top niveau, c'est la vente. Donc la vente, c'est je sais pas pourquoi, mais les HEC, les SEC, le SCP, le M Lyon, enfin toutes les écoles le laissent plutôt pour les BTS, pour les écoles post-bac et tout. Et en fait, être un bon vendeur, c'est juste un atout de malade dans une boîte, quoi. C'est la personne qui a le plus de valeur parce que c'est à la fois tu rapportes du chiffre d'affaires, tu crées de la valeur et en même temps au-delà de la vente, c'est la capacité à convaincre, à embarquer des gens, à défendre une idée, un point de vue. C'est un truc qui vous aidera toujours, donc voilà. Il faut essayer de plus s'intéresser à ces techniques-là et pas considérer ça comme un métier de bas de gamme de vendeur de bagnole. Ouais, puis en plus, la vente, c'est aussi à savoir se vendre soi-même. Donc pour les entretiens, c'est une compétence hyper importante. C'est vrai que moi, donc pareil, j'ai fait une école de commerce. Je me rappelle pas trop avoir étudié ou appris quelques techniques de vente. C'est plus après quand dans le monde pro, quoi. Ouais, alors que franchement, c'est prendre ton téléphone, décrocher, appeler quelqu'un, décrocher un rendez-vous et convaincre la personne. Enfin, c'est juste un exercice qui est assez intéressant à faire. Et je pense qu'on peut être formé mieux que ce qu'on est dans les écoles qu'on fait tous. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Et du coup, juste pour finir notre échange, si on veut en savoir plus sur toi, sur Jean Moreau ou sur Phoenix, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? On peut te contacter quelque part? Ouais, c'est possible. C'est possible. Moi, il y a 2 réseaux que j'utilise beaucoup. Un, c'est LinkedIn, comme beaucoup de gens, je pense, pour le côté pro. Et l'autre, c'est Twitter, que je trouve aussi assez puissant et assez professionnel. Il y a pas mal d'influenceurs, d'experts, de journalistes. Donc, en suivant les bons hashtags, en suivant les bonnes thématiques, ça fait un outil de veille qui est super. Donc moi, je suis actif sur ces 2 trucs-là et je suis pas du tout sur les autres trucs, sur Instagram, Facebook. Donc, mais oui, Twitter et LinkedIn, vous me trouverez sans problème et happy to connect. Ok, ça marche. Je mettrai ça en description de l'épisode. Merci beaucoup, Jean, et merci, Cassandra. C'était vraiment un plaisir de partager avec toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte bonjourlinspi_podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.